Alors, troisième partie de cette émission avec notre invité exceptionnel ce mois-ci, Guy Marty, directeur général de l'IEIF. Bonjour Guy. Bonjour Thomas. Pardon, j'ai du mal à le prononcer. On est content de vous avoir parce que vous êtes un spécialiste de ces questions. On connaît l'intérêt de bien prévoir pour les placements SCPI. Un mot, en tant qu'observateur, comment s'est passé cette année 2015? On a le recul maintenant suffisant? Ah bah oui, on a les chiffres d'année 2015. En deux mots, les SCPI ont collecté, on va dire, 5 milliards d'euros. Ça, ce sont les chiffres de l'épargne. Et comme c'est un placement aujourd'hui assez mûr, puisque leur capitalisation fait près de 40 milliards d'euros, il y a bien sûr eu des sortants aussi. Et donc, il reste 4,3 milliards à investir vers le marché immobilier. Et il faut rajouter d'ailleurs les EPCI grand public qui jouent aujourd'hui dans la même catégorie et qui ont collecté 2,5 milliards. Est-ce que ça ne va pas trop vite? Ça, c'est la question. C'est le placement apprécié de beaucoup de conseillers en gestion, comme et des Vincent. clients aujourd'hui. Il y a un engouement très très fort sur les SCPI d'entreprise. Alors c'est la grande question. Est-ce que ça va trop vite? Et il y a deux réponses. Il y a une réponse positive, consistant à dire, bah, après tout, ça y est. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à m'intéresser, c'est il y a très longtemps, au tout début des années 80, j'avais à l'époque lancé la formule de pierre-papier, si vous voulez. Les SCPI pesaient 1 milliard d'euros, pour dire que c'était infinitésimal. Et si on prend les chiffres, on voit que OPCI, grand public et SCPI ont collecté en 2015 l'équivalent de toute la capitalisation des SCPI de 88. C'est-à-dire qu'on a pratiquement explosé en une vingtaine d'années. Alors ça, c'est le côté positif de dire, au fond, on va dans une bonne direction. Après, est-ce qu'on va trop vite ? Parce que la question, c'est est-ce qu'on peut investir cet argent à bon escient? Oui, mais il y a quand même une question qu'il faut bien voir, c'est que jusqu'à présent, l'épargne intermédiaire, et on peut penser que le particulier est mieux protégé dans des formules de gestion collective par des professionnels et avec transparence, cette épargne collective, jusqu'à présent, était l'épaisseur du trait dans l'épargne des ménages, et là, elle commence à représenter quelque chose. Donc ça, c'est le côté très positif. Alors maintenant, est-ce que ça va trop vite? Alors, j'ai envie de dire, on a un problème très différent des marchés qu'on a vus jusqu'à présent, c'est-à-dire actions et obligations, qui sont des marchés quand même un peu clos. C'est-à-dire qu'en dehors d'un certain nombre d'émissions ou d'appels au marché, l'essentiel du marché, ce sont les obligations ou les actions déjà émises, alors que dans l'immobilier, il y a plein d'immeubles qui pour l'instant sont possédés par des entreprises ou des caisses de retraite ou des compagnies d'assurance par exemple ou des grandes familles et qu'on peut acheter, que des nouveaux acteurs peuvent acheter et quelque part on élargit le domaine de ce qu'on appelle l'immobilier investi. Alors l'immobilier investi était de 120 milliards d'euros il y a une dizaine d'années, il est de 320 milliards d'euros aujourd'hui, donc à euro constant, on pourrait à long terme aller jusqu'à 1000 ou 1500 milliards investis par des CPI, par des OPCI, par des foncières, etc. Avec le phénomène que vous décrivez, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement qu'on collecte beaucoup d'argent mais qu'on n'ait pas les bons investissements derrière? Puisqu'il y a ce phénomène de décalage entre la collecte, il y a un engouement très fort. Aujourd'hui, les gens ont conscience qu'à 5% de rendement, c'est vraiment une opportunité extraordinaire. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas un risque de certaines de ces gestions collecte, il n'est pas les bonnes cibles derrière pour investir? Alors, les professionnels en sont eux aussi conscients, parce qu'aujourd'hui, ils ont une belle collecte, ils se tournent vers un marché, et on sait très bien que sur ce marché, il y a aussi beaucoup d'autres investisseurs, parce qu'il ne faut pas oublier que si vous ajoutez SCPI et OPCI grand public, ça ne représente jamais que 15% des investisseurs institutionnels. Donc, on est de toute façon, d'assurance, par exemple. Que sont les fonds de pension américains, que sont les fonds souverains, que sont les fonds de pension hollandais ou suédois, etc. Donc déjà, il ne faudrait pas reprocher au SCP, au PC grand public, d'être dans un mouvement auquel de toute façon, et ce n'est pas eux qui font les prix sur le marché. Si bon. Par contre, on peut toujours aller un peu vite. Alors, ce que font les professionnels aujourd'hui pour essayer, disons, d'atténuer justement cette rapidité, c'est d'abord d'élargir leur horizon, d'aller en Europe. Ouais. Et on a de plus en plus de CPI ou d'OPC grand public qui investissent hors de France. Ça, c'est la première direction. La deuxième direction, ce sont tous les actifs nouveaux. Si vous prenez les résidences étudiants, les résidences seniors, etc., vous avez quand même d'autres actifs que les actifs très fréquentés. En sachant aussi que ce type de produit
ont les moyens d'aller vers certaines métropoles régionales, ce que ne font pas les très grands investisseurs qui se rassemblent tous sur le prime parisien. Parce qu'on peut servir du 5% si on n'est pas au cœur de Paris, dans des beaux immeubles, avec des locataires qui sont des grandes sociétés. Moi, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce 5%. Je pense, alors Thomas me pardonnera, mais je vais dire un peu non pas du mal, mais enfin dire que les commentateurs des SCPI aujourd'hui, autrement dit, plein de journalistes, en mesurant les performances des SCPI à l'aune du rendement, à mon avis, commettent une erreur. C'est-à-dire que on sait qu'on est aujourd'hui dans un immobilier qui correspond au monde d'aujourd'hui. Et on est en train de basculer très vite vers un monde différent, pour le travail, pour le logement. On peut se demander ce que sera exactement le bureau dans 5 ou 10 ans. Et en plus, il y a une augmentation du critère qualité qui fait qu'il y aura demain des différences d'actifs entre les immeubles aux meilleures normes, que ce soit de consommation d'énergie, mais peut-être aussi de confort pour la santé, etc. Et quel rapport avec les 5% alors? Eh bien, moi je pense qu'aujourd'hui, il serait plus logique que les SCPI aient comme objectif finalement le rendement des foncières cotées en bourse, qui est plutôt du côté de 3,5%, et qu'elles utilisent, au lieu d'avoir une politique de distribution très compétitive les unes par rapport aux autres, elles aient plutôt une politique de faire des réserves ou prendre de l'argent pour faire peut-être plus de travaux, plus de transformation des patrimoines pour bien emmener leur patrimoine vers l'immobilier de demain dans 5, 10 ou 15 ans. Préparer l'avenir. Préparer l'avenir. Et là, vous dites, en fait, elles ne le font pas assez? Parce que Elles ce n'est pas le les font. commentateurs, Non, le problème. elles C'est le plus font. les Si vous patrons regardez de ces dans le maisons. cœur des SCPI, elles le font. Et d'ailleurs, on regardera ça aux prochaines assises de la pierre papier le 27 juin, puisqu'il y aura des ateliers justement sur ce que les SCPI ont dans le ventre. Mais elles le font. Quand, vous voyez, quand l'IEIF, par exemple, sort son analyse financière des SCPI, on voit bien qu'il y a des réserves, qu'il y a une politique de report à nouveau, qu'il y a une politique, par exemple, de non-distribution de plus-value, qui permet justement de travailler les patrimoines. Mais moi, je pense que nous sommes dans un monde qui bouge énormément et qu'au fond, on permettrait à ces sociétés de le faire encore plus. Ce serait la même direction et ça irait vers le capital. Alors, je vous signale d'ailleurs que l'Europe vient d'intervenir, parce que vous savez qu'il y a la réglementation PRIPS, avec notamment le décès. Bon, c'est la réglementation sur tous les fonds. Et là, les actions, obligations, immobiliers sont concernés. Tous les fonds ouverts au public vont devoir cesser, on va dire, de mettre l'accent sur le rendement et mettre l'accent sur leur performance globale. Et donc, quelque part, cette régulation européenne va être en application dès la fin de l'année, début 2017. Et donc, il y a un virage à prendre pour dire, OK, on peut distribuer beaucoup, mais c'est peut-être bien, peut-être, de préparer encore plus la valeur de capital de demain. Vincent ? Et en conséquence, vous voyez comment évoluer le rendement dans les années à venir, notamment en 2016 ? Est-ce qu'on va perdre encore du rendement comme on l'a connu ? On a connu une petite baisse entre 2014 et 2015. Est-ce que ça va être dans ce sens-là, ou vous pensez qu'il va y avoir une accélération du fait de cette pression de la réglementation ou même de la prise de conscience qu'il faut servir un peu moins? Déjà, on est aujourd'hui à un écart très 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 élevé par rapport aux emprunts d'État. Donc ce rendement, il est de toute façon, je dirais, anormal au sens étymologique du terme. Si on avait par exemple 3,5 de rendement sur les SCPI, on serait encore très au-dessus de l'emprunt d'État d'aujourd'hui. J'appelle pas ça une baisse dramatique. Quand vous dites ça aux gérants de SCPI, qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Certains, d'abord, tous, je crois aujourd'hui, sont raisonnables. C'est-à-dire font attention, et c'est pour ça qu'on observe déjà une baisse des rendements, c'est qu'ils font attention soit à acheter des immeubles déjà au mieux des normes, soit à garder un peu de munitions pour préparer, transformer leur patrimoine. Donc je dirais qu'on n'a pas de problème au niveau de l'ensemble des fonds. Par contre, certains seraient assez soulagés, je pense, s'il n'y avait pas cette compétition commerciale un peu accrue dans laquelle regarde mon rendement, regarde comme il est beau mon rendement, et qui au fond n'est pas au bénéfice de l'épargnant à long terme. Quand vous dites le marché de l'immobilier va changer, vous pensez à quoi ? Parce qu'on pense à Airbnb dans un exemple plus grand public qui a modifié
le marché du tourisme et de l'hôtellerie. Est-ce que c'est des mouvements un peu comme ceci que vous avez en tête, hein? Alors Airbnb est un très très bon exemple parce que c'est un acteur qui ne vient pas de l'immobilier et qui d'un seul coup se parachute finalement le premier hôtelier parisien. Bon. Moi, je peux voir deux exemples. Le premier, c'est ce qui est en train de se passer dans la Silicon Valley. On voit bien qu'à la Silicon Valley, les entreprises ont cessé de s'y installer et au contraire ont émigré vers les villes que vous connaissez. Pourquoi? Parce que les jeunes qu'on veut recruter et qui seront les meilleurs, eh bien, ils veulent avoir des bistrots pour le happy hours, ils veulent avoir des restaurants, ils veulent éventuellement avoir des boîtes de nuit, et donc, ils ne vont pas aller se perdre au fond de la Silicon Valley. Et des logements moins chers, il y a donc une évolution très forte, si vous voulez. Et vous voyez bien, Google, Amazon, leurs bureaux sont au cœur parisien. Il y a un retour vers les villes. Un retour vers les villes. Et d'ailleurs, il y a donc un déplacement, on le voit bien actuellement, des rendements et des prix des bureaux, enfin des loyers et des prix des bureaux. Aujourd'hui, c'est le quartier de l'Opéra qui est le plus cher parce que c'est le centre. Hein. Autre exemple. Deuxième exemple. Le social. Vous avez aujourd'hui une montée très 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 forte, alors pas forcément généralisée, mais vous avez de plus en plus de projets de construction, voire de réalisation dans le social, très social, voire très 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 social, où on a commencé à faire des logements de très très belle qualité, alors évidemment qui coûtent beaucoup plus cher, mais qu'on n'aura pas besoin de reconstruire 3 ou 4 fois ou 5 fois dans le siècle, et qui permettent surtout aux pauvres, ou disons aux plus modestes, d'avoir très peu de charges. Et donc, un jour, vous allez avoir des personnes dans le même immeuble, des gens qui sont dans le social, des gens qui sont dans le privé, dans le même ensemble d'immeubles, et si jamais ils vont se voir entre eux, ceux qui sont dans le privé, qui ont peut-être un loyer plus élevé, vont voir que ceux qui ont un loyer beaucoup plus faible ont un appartement de bien meilleure qualité au niveau de la consommation, au niveau des charges, au niveau même du confort et de la santé. Et donc, il va y avoir une évolution de la qualité dans les logements. Ce que je veux dire par là... Il va y avoir une pression sur les bailleurs ou sur les propriétaires d'immeubles. Et il va y avoir probablement une évolution. Alors, pour l'instant, on ne la voit pas. Et peut-être qu'il faudra 4 ans, 5 ans, 10 ans pour qu'on la voie vraiment. Mais il va y avoir, dans le logement comme dans le bureau, des évolutions de valeur d'actifs qui peuvent nous surprendre. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se tourner vers l'avenir. Et c'est ce que font d'ailleurs les professionnels de l'immobilier. Une dernière question. L'engouement a été très porté sur les SCPI d'entreprise ces dernières années. Oui. Ça veut dire qu'en vous écoutant, il va y avoir un détournement de la collecte sur des SCPI plus classiques de résidentiel. On va rester... non, aujourd'hui, les entreprises. le logement souffre de deux choses. D'abord que les prix sont tellement élevés, puisqu'on a organisé la rareté, si vous voulez, par rapport à la démographie, que les rendements sont très faibles. Et deuxièmement, que tout ce qui est réglementation sur le logement, soit dans la relation propriétaire-locataire, soit dans la possibilité pour les investisseurs de revendre, est quand même assez handicapante. Donc le logement souffre, on va dire, des défauts de la société française, et je pense qu'on n'est pas encore mûr pour un très très grand mouvement vers le logement. Mais les choses peuvent changer. Et je pense que, si j'ai pris cet exemple logement, c'est parce qu'il est un peu inattendu par rapport à l'immobilier d'entreprise sur lequel, lui, on voit bien qu'il y a des écarts de valeur d'actifs. Mais on va le voir dans tout l'immobilier français. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire. Merci Guy Martin de nous avoir rendu visite. C'était le Parlons Placement du 22 mars. On se retrouve dans un mois. Merci messieurs. À bientôt. Eh bien, au revoir.